Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir invité à cette journée. Ça va être un peu difficile parce que j'ai peur que vos oreilles soient plus attirées par le bruit de vos estomacs que par mes propos, mais je vais essayer de capter quand même votre attention. Je regrette un peu que Madame Chavelot soit partie parce que je pense qu'on aurait pu avoir des échanges intéressants autour des mots qui ne sont pas les plus importants, même si j'en ai écrit quelques-uns. Je suis donc maman d'une jeune femme avec un handicap. Elle est rare et complexe, Monsieur Lyonnais. Je ne sais pas où on la met, je ne sais pas quel est celui des deux mots qui est le plus important, c'est probablement celui de complexe. Et l'autre mot qui est important, vous allez le voir, c'est ce que je vais essayer de dire, c'est celui de parcours. Je suis par ailleurs médecin et donc j'ai écrit 2 livres sous nom de plume pour une raison simple, c'est que je souhaitais rester le médecin de mes patients et que je ne souhaitais pas que mes patients viennent me consoler sur une histoire qui est assez difficile. Je l'ai vécu à titre personnel. Avoir une inversion du rôle dans une consultation, c'est toujours compliqué quand vous devez consoler votre médecin alors que vous venez dans une consultation pour être soutenu. Et puis la deuxième chose, c'est que notre dernière fille, qui a 6 ans de moins que notre aîné, qui est donc porteur de handicap, nous a dit un jour, avec quelques mots très secs, « J'espère que ça ne sera pas notre nom ». Au moment où on était en train de finaliser le livre. Et avec ses propos, pour moi, c'était clair. Elle voulait garder la liberté de raconter notre histoire familiale à qui elle le souhaitait. Et si on laissait notre nom de famille, on lui enlevait d'une certaine manière cette liberté puisqu'elle était exposée. Donc je vais essayer d'être plus rapide que le temps, mais malgré tout, j'avais préparé un certain nombre de choses et surtout quelques extraits du livre, puisque ce sont des mots des 2 livres, puisque ce sont des mots que mon mari et moi avons beaucoup travaillé. Donc cette démarche d'écriture, elle a été longue. Lorsque Julie, en fait, alors des fois je me mélange entre les prénoms, hein, vous étonnez pas, parce que c'est un peu schizophrénique d'avoir 2 noms de famille et des prénoms différents pour les enfants. Donc enfin voilà, j'ai mis les prénoms des enfants que je voulais avoir et que j'ai pas pu avoir parce que mon mari les a imposés. Donc voilà, j'ai essayé de rattraper dans mes livres. Voilà. Sauf qu'il faut que je m'en souvienne. Bon, bref, voilà. Alors, donc, lorsque Julie a eu 9 mois, nous avons vécu un bilan en hôpital de jour que je peux qualifier de particulièrement douloureux, qui a débouché sur une annonce que je n'ai pu écrire finalement que 18 ans plus tard et que je n'ai pu décrire que 18 ans plus tard, tellement elle avait été douloureuse. Entre-temps, j'avais pris pour décision d'adresser des courriers à chaque fois qu'un accrochage survenait dans le parcours de Julie. Ce que j'ai fait, par exemple, lors de son entrée à l'école, lors de bilans hospitaliers, ou dans ces bilans hospitaliers, l'accueil n'était pas toujours au rendez-vous. C'était probablement ma façon de tenir debout. Nous étions, en tant que parents, comme parfois sidérés par ce qui se passait, comme spectateurs. Notre enfant était là et nous étions occupés à le soutenir. Intervenir en risquant de déclencher un conflit n'aurait fait qu'ajouter des difficultés à sa difficulté. Par ailleurs, le dysfonctionnement n'est souvent pas lié à une seule personne, mais à un ensemble d'une organisation qui n'est pas adaptée. Et on a pu noter souvent comment les professionnels, même s'ils avaient de bonnes intentions, dans un milieu dans lequel ils sont depuis des années, présentent parfois une véritable cécité sur le vécu potentiel de ce qu'ils sont censés pourtant accueillir. Une narration objective et non agressive des événements nous a semblé pouvoir être source de changement pour l'équipe qui la reçoit, et l'écriture de courrier est devenue ainsi un moyen de questionner, d'interpeller lors du parcours de vie et de soins de notre fille. Il y a au moins une personne dans la salle qui a reçu un courrier et qui nous a répondu et s'est excusée, ce qui est exceptionnel de la part des professionnels de santé, et puisqu'il est là, je tiens à le remercier. Mais la narration peut aussi être source de messages plus généraux, non uniquement liés à une situation si douloureuse soit-elle. C'est la pensée du philosophe Paul Ricoeur, que vous connaissez peut-être. Et c'est donc dans cet objectif de narration que j'ai commencé à écrire des passages significatifs de notre quotidien que nous vivions avec Julie entre ses 12 et 18 ans. Mon mari me confiait alors des textes, des notes, des coups de gueule qu'il avait écrits de son côté pendant cette longue période. Sa démarche était différente de la mienne. Il attendait de l'écriture un effet d'exutoire. Son style était donc plus proche de coups de gueule, beaucoup de dérision, ou des haïkus, vous savez, ces courts poèmes japonais très vifs. Il gardait ses écrits secrets, craignant que certains puissent me choquer ou faire remonter des émotions trop douloureuses. En regroupant nos textes, je constatais étonnamment qu'ils se faisaient écho et je m'amusais à les intercaler, donnant ainsi une forme à ces textes, une forme d'échange épistolaire, et c'est ainsi qu'est né notre premier livre, Bonjour jeune beauté. Nous nous sommes engagés dans un travail de relecture a posteriori, c'est important de le dire, des 20 années de Julie,
Travail long, parfois fastidieux, source de désaccords, mais qui nous a permis un réel partage de ce vécu douloureux, souvent tenu sous silence, avec l'espoir vain de ne pas surcharger l'autre. Mais nous ne voulions pas d'un témoignage de plus, allant s'ajouter à de nombreux autres que vous avez peut-être lus, et nous avons décidé d'intégrer un questionnement plus large sur la personne déficiente intellectuelle dans notre société, notre histoire ne devenant qu'un prétexte à la réflexion, qu'une interpellation du lecteur. C'est aussi à travers ce récit que nous avons finalement bien identifié le caractère complexe du handicap de notre fille. Vous parliez de millefeuille tout à l'heure, mon mari parlait souvent de millefeuille en ayant l'impression qu'il y avait des couches qui s'ajoutaient les unes aux autres. Le problème, c'est qu'il est allergique aux œufs et au beurre. Donc, imaginez la problématique avec un millefeuille. Mais les causes de cette complexité, je tiens à le dire, sont multiples. Et c'est sur celle-ci que je vais essayer de revenir sans trop m'étendre, parce que je pourrais y passer des heures. Pour la personne présentant un handicap complexe, le premier parcours à souci va être celui du diagnostic. Je vais vous livrer un extrait court du premier livre. Diagnostic qui, vous l'avez entendu tout à l'heure, commence à 5 mois de vie et qui va se poursuivre avec différentes complications médicales et un diagnostic génétique qui va arriver en 2 temps, puisqu'on découvrira une première anomalie à l'âge de 12 ou 13 ans, si je me souviens bien, et parce que, donc elle avait un 18Q-, qui est une anomalie rare, mais parce que nous avons accepté de participer à une étude sur les 18Q-, il est apparu qu'elle n'avait pas un 18Q- typique et que les techniques ont permis de montrer qu'elle avait aussi un 13P+, donc diagnostic en 2 temps. Donc 18Q-, 13P+, par translocation déséquilibrée, c'est pas très fréquent, je pense, comme anomalie. Donc je vous lis un peu notre parcours médical parce que je pense que la question du diagnostic est importante. Ça va ? Je commence par le début. Donc là, c'est comme si mon mari m'écrivait. Au fil des ans, Julie est passée par différents statuts, parfois concomitants. Voici mon inventaire à l'après-vert. Corrige-moi si j'en oublie. D'enfant sourde sévère, appareillée dès l'âge de 1 an, elle est devenue sourde légère, non appareillée après une intervention chirurgicale sur une oreille quand elle avait 5 ans. Selon les ORL, elle a gardé un déficit sensoriel important. Pourtant, elle n'est pas considérée comme sourde pour les équipes éducatives qui la prennent en charge. Tout juste légèrement déficiente auditive sur certaines fréquences. Julie entend tout, surtout ce qu'elle ne devrait pas entendre, même lorsqu'on chuchote. Ces difficultés de parole, d'articulation, de restitution des sons, initialement liées à ces troubles auditifs, semblent maintenant avoir d'autres causes. Elle a été tour à tour polyhandicapée, plurihandicapée, polymalformée, dysmorphique. Puis, on l'a qualifiée de déficiente mentale. Elle l'est partiellement, c'est vrai, mais elle sait lire et comprend ce qu'elle lit. Elle sait très bien se servir d'un ordinateur, d'une tablette tactile ou d'un smartphone. Elle aimerait bien votre outil. Elle nous mettrait le bazar, mais elle aimerait bien. Et pourrait en apprendre beaucoup à des adultes dits non déficients. La conscience qu'elle a de ses difficultés et son humour ne vont pas dans ce sens non plus. Les difficultés de Julie en motricité fine ont fait penser à une infirmité motrice cérébrale. Mais les contractions musculaires de certaines parties de son corps, mains, pieds, langue, étant paradoxalement associées à une grande laxité tendineuse, source d'une souplesse extraordinaire, cette hypothèse n'a jamais été retenue. Ses fonctions cérébrales sont perturbées par des anomalies malformatives et non par une souffrance survenue au moment de la naissance. Elle est porteuse d'anomalies génétiques, de micro-remaniements d'ADN sur les chromosomes 18 et 13. Bravo la science, mais en pratique, ça veut dire quoi ? Ça, c'est le style de mon mari. Je dis ça parce qu'il y a plein de généticiens. Je continue. Elle a une maladie inflammatoire de l'intestin qui se manifeste par des difficultés sphinctériennes, des pertes de sel et de sang et probablement des douleurs neuromusculaires. Elle est épileptique. Les crises d'épilepsie sont fréquentes ces derniers temps, mais moins sévères que la crise inaugurale, pourraient expliquer certains troubles. Enfin, les anomalies du cerveau de Julie, plutôt frontales, permettraient de comprendre certains comportements agressifs. C'est la dernière bouée à laquelle nous nous raccrochons. Nous avons récemment trouvé une équipe spécialisée dans les approches neurobiologiques et neuropsychiatriques. Donc un petit mot sur le diagnostic psychiatrique. Juste une consultation pour vous dire combien elles peuvent marquer, parce qu'on en a eu plusieurs évidemment des psychiatres. Julie a 8 ans. Elle est très angoissée par ce rendez-vous. Le docteur B pose des questions, surtout à toi, Jeanne. Donc ça, Jeanne, c'est moi avec mon prénom. Bon, bref. Encore une fois, tout raconter, ce que vous disiez tout à l'heure.
Après presque 2 heures d'entretien, pendant lesquelles Julie ne s'est pas trop mal comportée, il nous annonce que notre fille le laisse perplexe. Qu'il l'a vue entrer dans son cabinet, il a d'abord cru qu'elle était autiste. Elle ne l'est pas, ou enfin elle en a certaines attitudes, le plafonnement du regard, sa manière de regarder fixement les lumières au plafond, les comportements répétitifs, la fuite du contact visuel et physique, son corps qui devient soudainement tout mou, un poids mort qui glisse entre les mains. Il lit de la souffrance sur son visage. Nous nous étions fait la même remarque quelques jours plus tôt en regardant des photos. Sur certaines, son visage est doux et décontracté, sur d'autres, il est ferme et crispé. Tu lui parles des difficultés de Julie bébé, tu évoques une dépression, mais il n'y croit pas. Il est d'accord pour la prescription de neuroleptiques faite par notre neurologue, quelques gouttes tous les jours, pendant 1 ou 2 semaines. Pourtant, elle suit ce traitement depuis plus d'1 semaine et rien n'a changé dans son comportement agressif. En ce qui concerne ses absences, il évoque la possibilité, je vais passer, et il termine en entretien en disant « Vous me rappelez pour prendre un rendez-vous ou connaître mon avis. Je crois qu'il a besoin de réfléchir à ce cas. Peut-être d'en parler avec notre neurologue et d'autres collègues. Lorsque je lui dis qu'il faut une personne musclée physiquement, mais surtout psychiquement pour suivre Julie, il répond « Il y avait bien Dolto, mais... » je vous rappelle que Dolto était morte depuis 20 ans. Finalement, l'hypothèse retenue par ce médecin, qu'il n'a pas évoquée devant nous, mais qu'il a adressée à notre pédiatre, serait celle d'un problème infectieux de type méningite à l'origine d'une souffrance cérébrale. On ne l'avait pas eu, celui-là, dans la liste. D'après lui, surtout, la mère, étudiante en médecine, se sentant coupable de ne pas avoir fait le bon diagnostic, va d'hôpital en hôpital à la recherche d'une réparation. On n'est pas retourné le voir. Donc voilà, un petit mot sur ce parcours médical extrêmement complexe. On a rencontré heureusement des belles personnes. Je voudrais dire sur ce livre que Julie est au courant, qu'on l'a écrit et qu'elle... je pourrais raconter des dizaines d'anecdotes, mais on n'a pas le temps. Elle sait que ce livre parle de son histoire, elle sait qu'elle s'appelle Julie dans le livre. Et elle déclare même parfois, ça parle du handicap et c'est compliqué. C'est bien. Deuxième élément de complexité, le parcours institutionnel. Donc très rapidement, de 0 à 3 ans, on a réussi à obtenir à ce qu'elle reste en crèche. Les troubles du développement psychomoteur étaient à l'époque pas encore très évidents. Elle a marché à 25 mois, donc pendant la crèche, on lui a laissé le temps, c'était bien, et on avait un soutien par un CAMS. En 1995, bien avant la loi sur la scolarité, on arrive à la faire rentrer à l'école, moyennant une liste au ministère de l'Éducation nationale et tout ça. Il a fallu que je fasse une lettre parce que sinon elle ne serait jamais rentrée. Elle y est restée jusqu'à 6 ans avec une institutrice spécialisée, c'était l'époque des CDES, qui venait une demi-journée par semaine. Elle a redoublé sa moyenne section, on nous a envoyé une lettre de redoublement. Parce que ma dernière fille me dit toujours, je ne sais pas comment on peut redoubler une moyenne section. Ta sœur l'a fait. Bref. Et on lui a fait, alors qu'à l'évidence, elle ne pouvait pas les réussir, les tests pour passer en CP, puisqu'elle ne tenait à peine un crayon quand elle avait 6 ans. De 6 à 14 ans, elle est partie dans un IME pour enfants malentendants. En fait, personne ne savait pas bien où il fallait l'orienter. Donc c'était des enfants malentendants, on mettait au premier plan la question de sa surdité, avec des handicaps associés. Elle mettait 1h30 le matin, 1h30 le soir, alors qu'elle avait 6 ans. Et en fait, ça a été extrêmement difficile parce que l'équipe était en plein bouleversement, les enfants malentendants allant de plus en plus en milieu ordinaire, ils étaient en train d'évoluer vers d'autres prises en charge. Et finalement, cette équipe a passé 2-3 ans à nous questionner sur la place de Julie, alors que c'était la place de l'établissement dans le paysage médico-social qui était en question. Et donc, il y a vraiment eu un transfert de leurs difficultés sur le parcours de Julie. Et puis, elle a eu 14 ans, pas de solution en Île-de-France. Elle ne correspondait pas aux différents projets d'établissement, et même si elle flirtait avec le projet, il n'y avait pas de place. C'est le début de son épilepsie, ses troubles du comportement sont plus marqués. Son frère et sa sœur vivent des fins d'après-midi extrêmement difficiles, parce que nous, on rentre tard, et on n'a pas eu toujours conscience de ce qui se passait à la maison. La nounou craque. Petite parenthèse sur le terme de trouble du comportement ou comportement des filles, qui est un terme aujourd'hui à la mode et que je trouve terme négatif. Moi, je préfère utiliser communication comportementale, car avec le temps, on s'est rendu compte qu'à chaque fois que Julie avait des passages à l'acte ou qu'elle devenait agressive, elle avait quelque chose à nous dire de ses incompréhensions et de sa confrontation à nos limites pour trouver une solution. La proposition d'une solution, donc elle a 14 ans à côté de Lille, est difficile à accepter pour moi, mais l'éloignement est devenu nécessaire.
Ça me permet d'accepter un internat que je n'aurais pas accepté s'il n'y avait pas eu les kilomètres. Nous vivons alors les affres de l'éloignement, les allers-retours en catastrophe, quand survient un problème de santé, les réunions d'équipe en semaine où nous essayons de nous rendre à deux. Toute réunion nécessite 2 journées posées par les parents, une chacun, 500 km parcourus, et à la fin, on aurait pu donner par cœur toutes les stations de l'autoroute A1, leurs déclinaisons sous la pluie, le soleil, les camions, la neige, etc. On connaissait par cœur. 6 ans. Ça a duré 6 ans. Et à partir de ces 18 ans, nous avons donc cherché un établissement à nouveau en Île-de-France. Et nous nous sommes perdus pour répondre dans le dossier MDPH sur la question de l'orientation. Julie, de par ses compétences, pourrait participer à certaines activités de foyer occupationnel, mais ses problématiques médicales et son besoin d'accompagnement justifient plus d'une prise en charge en femme ou dans une masse. Les établissements dans d'autres pays, comme la Belgique, puisque je vais en parler après, j'en ai visité quelques-uns, ne sont pas organisés de cette manière, foyer de vie, masse, femme, mais sous forme d'unité en fonction de la dépendance et des besoins. Et je pense qu'il y a vraiment une réflexion en profondeur à mener sur nos établissements. Après avoir adressé plus de 30 demandes, et donc avoir fait plus de 30 certificats, photocopies d'orientation, et plus de 30 fois dit si elle savait tenir sa petite cuillère ou pas sa petite cuillère, parce que tous les établissements veulent le savoir, on a fini par intégrer un foyer d'accueil médicalisé à 45 minutes de chez nous. On était très heureux, évidemment. Mais c'est un moment où elle vit une dégradation digestive, aboutissant donc après plusieurs mois d'errance à un diagnostic de maladie digestive inflammatoire. Alors quand vous avez 18 ans, que votre sexualité se met en place, on vous dit que c'est la sexualité, qu'elle se touche, qu'elle se blesse, que tout ce que vous voulez. On rajoute les psychiatres là-dedans qui vous disent que c'est probablement le passage au monde adulte. Voilà, en total, maladie inflammatoire digestive. Ça a été compliqué. Beaucoup d'interprétations autour de ces phénomènes médicaux. S'ajoute, donc elle intègre cet établissement, son épilepsie va mal, les neuroleptiques sont augmentés, ce qui est merveilleux dans les épilepsies, et s'ajoute à ces problèmes médicaux des dysfonctionnements au sein de l'établissement avec lequel nous essayons de collaborer en tant que parents, en vain, en raison de l'approche fermée d'un des responsables de l'établissement, puisque lui, il est professionnel, il sait, et nous, on n'est que des parents. Par ailleurs, il n'accepte pas plus l'aide des médecins hospitaliers qui, objectivement, n'ont pas le temps et n'ont pas les moyens de faire ces passerelles qui seraient indispensables dans des cas aussi complexes que celle de notre fille, et ne serait-ce qu'avoir le droit d'aller dans l'établissement. À compter de mars 2012, on se questionne, parce que Julie va très bien à la maison. Un traitement antileptique avec 3 médicaments a été repris, et finalement, c'est son épilepsie frontale qui était en décompensation. Et on vit ce qu'on appelle une forme de renaissance. On retrouve notre fille qui se remet à apprendre à jouer à la tablette, à regarder des films, à faire des choses, alors qu'au moment où son épilepsie s'est décompensée, elle ne faisait plus rien. C'était devenu une sorte de zombie, mais pas avec des signes suffisamment directs pour que ce soit compris. Et la situation se dégrade pourtant pendant cette période avec l'établissement jusqu'à une rupture, un week-end, rupture annoncée par mail un samedi soir à 21h30. Je ne sais pas pourquoi je regarde mes mails à 21h30. C'est ce que me dit mon mari. Il me dit, t'as qu'à pas les regarder. Bon, bref. Nous avons décidé, un samedi soir, il y a autre chose à faire, c'est sûr. Nous avons décidé d'entamer une procédure, car un certain nombre de faits relèvent au minimum de la non-bientraitance et d'un défaut de soins de manière certaine. Julie ne réintégrera pas l'établissement, le directeur, donc qui est la personne dont je parlais, ayant exprimé à plusieurs reprises une demande d'hospitalisation de force en psychiatrie, demande non validée par les médecins hospitaliers qui suivent notre fille. Donc on voit bien les problèmes de coordination entre le milieu sanitaire et le médico-social parfois. Pendant toute cette période, Julie n'a eu de cesse de tirer la sonnette d'alarme par son comportement différent en établissement et celui de la maison. Elle se savait en danger, elle nous l'a dit et nous ne l'avons pas compris. Dans l'urgence et par l'aide de mon réseau associatif, donc du jour au lendemain, elle est à la maison, elle va être accueillie dans une masse en accueil de jour, de 10h à 16h, pour une durée provisoire de 3 mois. C'est un accueil qui durera au total 27 mois. Nous réenclenchons avec joie les recherches d'établissement, les dossiers, les petites cuillères qu'il faut raconter, tout ça. Et puis peu à peu, on nous oriente gentiment vers la Belgique. Je m'y oppose, car notre famille a déjà vécu l'éloignement et je connais déjà le coût en termes de temps, de fatigue, le coût financier des déplacements imposés. Le temps passe et je décide de reprendre la plume, notre histoire n'étant là encore qu'un prétexte pour pointer un fait.
L'idée d'une enquête qui dénoncerait l'exil qu'on veut nous imposer vient peu à peu. Je rencontre plusieurs familles au parcours rendu complexe par un système qui ne sait pas s'adapter. J'aurais pu enrichir le livre encore de centaines d'exemples de familles sans solution ou sans solution adaptée, et j'insiste là-dessus, car finalement, nous, on avait fini par nous dire, vous avez un accueil en masse, vous êtes contents, on avait en masse de 10h à 16h. C'était pourtant un accueil provisoire, donc sans projet. Mais on nous disait, c'est pour ça que, attention, quand on dit qu'il y a une solution, c'est quelle solution ? Et donc, il y a des familles qui ont des solutions inadaptées, des personnes handicapées qui ont des solutions inadaptées, et nous ne cherchons pas un mode de garde ou un pis-aller pour nos enfants, mais bien un projet. Nous étions donc devenus une famille sans solution adaptée. Et comment travailler avec les horaires que je vous ai indiqués ? Julie dort mal, elle a vécu clairement un traumatisme. Moi, je passe mes soirées et mes week-ends à remplir des dossiers en vain. Durant ces 2 années, nous nous rendons à 3 reprises en Belgique, dans la Creuse, le Pas-de-Calais, j'ai oublié des départements, je suis sûre, dans plusieurs établissements d'Île-de-France. Nous allons être démarchés directement par 2 établissements belges, puisque je ne vais pas tout vous détailler, mais il faut savoir qu'il y a des établissements belges qui sont finalement, de manière masquée, des sociétés à but lucratif avec des actionnaires qui gagnent de l'argent sur l'argent reversé par l'État français. Donc ça, très rapidement. Donc ils vous démarchent, ils viennent vous chercher. Ça, il n'y a pas de problème. Eux, ils vous identifient. Je n'ai jamais été contactée par une structure sur le handicap rare, mais les Belges, ils m'ont trouvé. Non, mais c'est un peu provoque, mais il faut être un peu provoque. Donc il y en a un qui était carrément venu dans la masse, alors il vient voir les directeurs, bonjour, on vient voir vos résidents, puis ils avaient dit, elle nous intéresse bien, on veut bien la prendre, alors ça ils vont très très vite, ils viennent chez vous, ils vous font le dossier, simplement le département refuse la prise en charge financière de cet établissement. Moi j'étais dans un tel état d'épuisement que j'étais prête à accepter. Si j'habitais le 94, si j'avais déménagé dans le 93, l'établissement aurait, la MDPH, accepté la prise en charge. Inégalité territoriale manifeste. Pour d'autres établissements belges, réputés ou historiques et financés par le Val-de-Marne, nous intégrons cette fois-ci les listes d'attente, comme en France. Mes visites en Belgique ne me convaincront pas sur la rumeur populaire qu'on m'a si souvent répétée, ils sont meilleurs que nous. Les établissements sont très, très hétérogènes et je vous invite à relire le rapport de M. Chaussier en 2003. Je l'ai interviewé pour le livre et on voit bien qu'il y a effectivement des prises en charge tout à fait discutables. Pour les meilleurs établissements, ils sont saturés. Ayant eu la chance, pour ma part, malgré ce parcours difficile, de rencontrer de très bons établissements en France, même si Julie ne rentrait pas tout à fait dans les cases, je n'acceptais pas cette notion d'exil. En octobre 2013, suite au jugement de l'affaire Amélie Loquet, que vous avez peut-être à l'esprit, on va rentrer dans le dispositif Carlotti, cas critique. Donc, handicap rare, complexe, critique. Notre dossier est transmis rapidement par l'UNAPI et à partir de là, on va être baladé. Le terme est peut-être un peu violent, mais c'est la réalité. Au bout de 4 ou 5 mois, on nous propose enfin un établissement pour personnes de plus de 50 ans avec troubles psychiques. Moi, je veux bien, mais enfin, elle avait 22 ans, 23 ans, avec un handicap rare que je vous ai déjà décrit. Je vous passe le passage que j'avais prévu de vous lire pour pas être trop long. Et puis, on va même avoir le sentiment que les établissements contactés se comportent comme si nous étions des pestiférés, des gens à éviter. Non seulement Julie est un cas complexe, mais ses parents ont osé dénoncer en rentrant dans le dispositif. Et ce que je dirais par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a plein de parents qui choisissent le silence, qui préfèrent se taire, qui préfèrent reprendre la personne handicapée à domicile, plutôt que de rentrer dans ces dispositifs. Certains m'ont dit, si je dénonce, si je rentre dans le dispositif, on va m'enlever des listes d'attente. Imaginez ce qu'on peut entendre de la part des familles. À force de taper du poing sur la table, on finit par avoir des interlocuteurs qui comprennent que nous cherchons un projet de vie adapté aux besoins de notre fille et qui permettent de retrouver un équilibre familial. Dans l'extrait que j'avais prévu de vous lire, je disais quand même à la personne de l'ARS qui nous avait fait une proposition, c'est qu'effectivement Julie, pour les établissements accueillant des autistes, elle n'est pas assez autiste. Pour les établissements accueillant des polyhandicapés, elle n'est pas assez polyhandicapée. Pour les malentendants, elle n'est pas assez malentendante. Pour les non-malentendants, elle est trop malentendante. Pour les épileptiques, elle n'est pas assez épileptique, etc. On ne s'en sort pas. Donc je pense que choisir de faire des établissements sur une pathologie spécifique, ça a sûrement du sens pour donner la meilleure prise en charge, pour faire des projets de recherche, etc. Mais ça exclut par définition un certain nombre de personnes qui ne rentrent pas dans les cases. Donc il faut probablement avoir une réflexion, me semble-t-il, plus large pour tous ceux qui n'ont pas
Parce que je pense que d'ici les 10 ans qui viennent, on n'aura pas 50 translocations 13-18 déséquilibrées à proposer aux établissements. Enfin, j'y crois pas. Donc, bon. Après 28 mois d'errance, notre fille va donc intégrer un foyer d'accueil médicalisé en Île-de-France, imposé par l'ARS au directeur à l'établissement. Et c'est finalement un foyer qui est en ouverture depuis 3 mois. L'ouverture d'un établissement, c'est une période difficile. L'esprit d'équipe n'existe pas encore, le personnel change, le projet d'établissement peut être un peu flou. Et des résidents comme notre fille vont à nouveau être très réactifs à ces éléments, les exposant de fait à une nouvelle rupture. C'est pour ça que quand on a trouvé une solution, c'est pas fini. Enfin, c'est loin d'être fini. On a failli vivre cette rupture. L'ARS avait proposé gentiment un personnel supplémentaire pendant 6 mois. Mais qui peut me dire le temps nécessaire pour une personne ayant vécu une possible maltraitance en établissement et ayant erré pendant 2 ans et demi, quel est le temps pour que cette personne réussisse à poser ses bagages ? La direction de l'association gestionnaire donc de l'établissement a eu la pertinence de faire intervenir une équipe ressources handicap rare et épilepsie, phare, dont on a parlé tout à l'heure, qui assure une formation et une réflexion. C'est une des recommandations du rapport Piveteau, que celle de la formation et l'accompagnement des équipes. Et je pense que cette équipe a permis qu'il n'y ait pas de nouvelle rupture, puisqu'il y a eu un moment un peu difficile. Très rapidement, moi, j'ai essayé de maintenir de l'accueil temporaire pendant cette période, mais c'est aussi un accueil temporaire complexe, parce qu'il faut gérer les allers-retours dans un autre établissement. Dernier point de complexité sur lequel je voudrais revenir, c'est celui du chemin que nous avons à faire pour entendre sa parole, la parole de Julie. C'est toujours douloureux pour moi, ça, parce qu'on a l'impression souvent d'être passé bien à côté. Si je prenais une image, ça serait celle d'une terre inconnue, pour laquelle aucune carte n'existe. Et personne ne sait le parcours à réaliser. Quelques mois avant son éviction, je le disais tout à l'heure, elle nous a confié et avait confié à sa psychologue « Je vais être virée ». Nous n'avons pas entendu l'alerte qu'elle nous transmettait. Elle s'est défendue comme elle a pu face à ces pressions insoutenables. Elle a ensuite mis plus de 18 mois à s'apaiser, me demandant chaque jour si j'allais lui trouver une place. Tous les mois, au jour anniversaire de son exclusion, elle nous redisait ces quelques mots « Je vais être virée » et ne parlait plus. Nous avons essayé de parler avec elle de cette rupture, mais nous-mêmes avons été très longtemps choqués et sidérés pour le faire correctement avec elle. Nous en souffrons aujourd'hui et essayons d'être plus réactifs aux messages qu'elle peut nous adresser, dont nous savons qu'ils sont toujours justifiés par un dysfonctionnement ou une incompréhension, et c'est ce qui s'est passé dans l'établissement où elle était. Heureusement, le directeur général de l'association et la présidente ont pu entendre ce qu'on leur a dit à ce moment-là, en leur disant si elle réagit comme ça, c'est qu'il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui ne va pas, et ils ont pu mettre les choses à plat. Julie est une jeune femme, donc de 24 ans maintenant, qui est en demande d'apprentissage, en demande d'une plus grande autonomie et de relations avec ses pairs, résidents et encadrants. Comment a-t-elle perçu ma recherche effrénée de solutions ? N'a-t-elle pas pu penser que je cherchais à la caser quelque part et que moi-même, épuisée, tout comme mon mari, son frère et sa sœur, plus jeunes, moi-même, j'oubliais peut-être son projet de vie. Quelle peut être d'ailleurs son intégration dans cette structure, un établissement de 30 résidents avec une quarantaine de professionnels les entourant, est pour elle un véritable challenge, car elle a besoin de comprendre pour être plus sereine. En gros, elle a besoin d'intégrer le planning de chacun, donc ça fait beaucoup de planning. Imaginons-nous tous dans cette pièce devoir vivre pour l'année à venir auprès de 70 personnes en internat et partager leur quotidien jour et nuit. On a des fois du mal à 2, alors imaginez à 70. J'arrive plus à vous faire rire. Tout changement d'équipe, toute absence inexpliquée pour elle engendre des troubles anxieux. Et il se trouve que dans l'établissement, il y a eu un changement de directeur, il y a eu un changement de chef de service éducatif et que les choses n'ont pas été dites aux résidents parce que le temps que la procédure se mette en place, on ne dit pas aux résidents que le directeur, il va nous quitter. Et donc pour elle, qui avait vécu une rupture, qui avait disparu du jour au lendemain dans un établissement, un directeur qui disparaît du jour au lendemain, c'est quelque chose d'insupportable. Je passe un petit peu. Pour Julie, un lieu de vie proche d'une organisation familiale me paraîtrait plus adapté. J'ai beaucoup aimé votre modèle, ils ne sont plus là. Et à la fois, c'est rare les lieux de vie familiaux où on est 12. C'est plutôt 4-5 le nombre de chambres dans un lieu de vie familial. Non, mais je le dis parce que 12, ça veut dire quand même beaucoup de monde.
Et moi, je pense qu'un appartement qui serait rattaché à une structure de type foyer serait intéressant pour notre fille. Le plus souvent, hélas, ces structures sous forme d'appartement sont réservées aux plus autonomes et surtout ceux qui n'ont pas de communication comportementale. Je dirais pas trouble de comportement, non. Pour les personnes ayant vécu une rupture et malgré le contexte d'urgence à leur apporter, je reviens. Voilà. Il faut penser plus intensément le projet et ne pas les mettre dans une nouvelle situation à risque. Nouvel établissement, projet inadapté, établissement en difficulté connue, ça on nous a proposé, vous pouvez aller là, il y a de la place, ils sont en crise. Ouais, ben, on ne va pas y aller. Donc c'est bon. Ces équipes doivent être... Non mais c'est du vrai, quoi, c'est de la vie. Ces équipes doivent être renforcées, disposées d'outils d'analyse de pratique, de regard tiers et aidants. Le corollaire obligatoire est un esprit d'ouverture. Ce même état d'esprit est indispensable pour une étroite collaboration avec la famille, experte non professionnelle, de la personne qu'elle accompagne depuis de longues années. Et ça m'arrive de le dire à des AMP qui me font comprendre que ce sont elles les professionnelles. Ben moi, je suis professionnelle depuis 25 ans de Julie. Je ne dis pas que je suis médico-sociale, mais j'ai plein de trucs à donner. Alors prenez-les, saisissez-en vous, ça vous aidera. Je pense qu'il est urgent aussi que les établissements aient toujours en mémoire le fait que dans la loi de 2005, c'est à l'établissement de faire un projet pour la personne et ce n'est pas à la personne de s'adapter à l'établissement et de rentrer dans le moule du projet d'établissement. C'est, je crois, quelque chose qui est aujourd'hui énormément oublié et qui est source finalement d'énormément de refus parce que ça sert d'excuse dans de nombreuses situations. Enfin, et ça c'était un message à Madame Dussol, quand une famille signale une situation de maltraitance, est-il normal que des années après, elle n'ait pas été entendue et que des mesures n'aient pas été reprises alors qu'on sait que les faits continuent sur d'autres personnes. Donc je vous ai passé les petits extraits, si vous avez envie de les découvrir. Moi je ne gagne rien en tant qu'auteur, mais j'ai amené quelques livres avec moi si vous voulez les acquérir. Pour conclure, moi je dis parfois de manière un peu provocatrice que Julie n'est pas une gentille handicapée normale, tant il est vrai que notre société a essayé d'imposer des normes, y compris dans ce domaine, par définition hors normes. J'invite chacun à lire un rapport du CEDIAS que j'avais lu pour mon enquête, qui parlait justement de ces situations complexes et dont le titre est une question. Les situations complexes du handicap, des populations qu'on ne veut pas voir, pas entendre, pas comprendre. Point d'interrogation. Notre Julie présente certes un handicap complexe, mais c'est le système actuel qui a rendu sa situation critique. Les clés indispensables de la réussite que je proposerais pour l'accueil de tels enfants, on dit toujours enfants, mais ça c'est, voilà, et adultes, seraient d'une part une humilité des professionnels, un partenariat fort avec les familles, des équipes ressources qui jouent le rôle dont on a parlé tout à l'heure. C'est vrai que parfois les équipes, on a l'impression qu'elles n'intègrent pas qu'on a déjà 20 ans derrière nous et que ces 20 années-là, elles peuvent être des outils très utiles. Donc les équipes ressources qui peuvent jouer le rôle de tiers, puisqu'elles ne sont pas toutes prêtes, ces équipes, à accueillir les familles et leur expertise. Une souplesse dans les dispositifs dont on ne dispose pas aujourd'hui, avec la possibilité de répits programmés qui sont inscrits qui seraient inscrits dans le projet finalement. Et ça, c'est pas possible quand vous dites mon enfant est à tel endroit et je voudrais qu'il aille une semaine tous les trimestres changer d'air dans un autre endroit. On vous dit mais non, on a déjà 22 personnes sur la liste d'attente. Et pour l'accueil temporaire, on en a 18. Donc c'est juste impossible à organiser. Et pourtant, ça peut être nécessaire. Une coordination parfaite entre le sanitaire et le médico-social serait aussi nécessaire. Et puis surtout, faire confiance à la personne accueillie et aller à la rencontre de ses potentialités. Je citerai cet extrait qui est écrit par d'autres parents, en petite conclusion finale. On parlait des moyens pour y arriver, comment faire. Et c'est deux parents qui ont écrit à propos de leur fille qui a un autisme sévère, et j'aime bien citer cette petite phrase, Aborder Garance, c'est leur fille. Comme tout enfant à la différence énigmatique, c'est d'abord observer une attitude modeste, accepter de se faire table rase de tout ce que l'on a appris en matière d'éducation. Qui veut se délester de tout ce qu'il a appris, de tout ce qui le définit, de tout ce qui l'identifie? Se dire « je ne sais rien ». Se tourner vers un autre amoindri, dévalorisé, parfois menaçant, dérangeant, et enfin tenter avec lui quelque entreprise. Je vous remercie.